20 ans, 20 longues années sur les routes de France sans le moindre problème. C'est ce que je me répétais tous les matins en montant dans ma cabine. Mon nom est Marcel Dupont, 58 ans, et le transport routier, c'est toute ma vie. De Lille à Marseille, de Strasbourg à Bordeaux, j'ai sillonné chaque département, chaque route nationale, chaque autoroute de notre beau pays. Mon camion, un vieux Renault que j'ai baptisé le Fidèle, est devenu ma deuxième maison. Je ne vous cache pas que ce métier est exigeant. Les heures interminables, la solitude, les aires de repos parfois douteuses, mais j'ai toujours aimé cette liberté, ce sentiment d'être le maître de ma route. Ma femme, Claudine, a fini par s'y habituer. Nos 3 enfants ont grandi avec un père souvent absent, mais ils savaient que chaque retour s'accompagnait d'histoires de voyage et de petits souvenirs glanés aux 4 coins du pays. La prudence est ma copilote. C'est ce qui est écrit sur un autocollant collé sur mon tableau de bord depuis mon premier jour. Et croyez-moi, j'en ai vu des chauffeurs téméraires, des petits jeunes pressés qui jouent avec la mort sur l'asphalte. Mais pas moi, jamais. La sécurité avant tout, c'est ma devise. Ce matin-là, le 15 octobre, rien ne laissait présager que ma vie allait basculer. Le ciel était gris sur l'autoroute A7, direction Lyon. J'avais pris mon café habituel à l'aire de Montélimar, échangé quelques mots avec Xavier, un autre routier que je croise régulièrement. Tout était normal, parfaitement normal. La météo annonçait de la pluie pour la soirée, mais rien d'inquiétant pour un vieux loup de mer de l'asphalte comme moi. C'est peut-être ça le problème avec la routine. On finit par baisser sa garde. On se croit invincible après tant d'années sans incident. Comment aurais-je pu imaginer que ce trajet ordinaire allait devenir extraordinaire? Le chargement était banal. Des pièces électroniques pour une usine de la banlieue lyonnaise. Livraison prévue pour 16 heures. J'étais dans les temps, comme toujours. La radio diffusait les mêmes informations, les mêmes chansons. Le ronronnement du moteur de mon fidèle compagnon me berçait presque. Une journée comme les autres. Une journée qui allait pourtant tout changer. Je me souviens avoir pensé à ma retraite, approchant à grands pas. Encore 2 ans et je pourrais enfin profiter de cette maison à la campagne que Claudine et moi avions achetée près de Dijon, notre petit coin de paradis. J'imaginais déjà les matins tranquilles, le potager à entretenir, les petits-enfants courant dans le jardin pendant les vacances. Une vie simple mais bien méritée. Si seulement j'avais su. Le soleil commençait à décliner lorsque j'ai passé le péage de Vienne. L'autoroute était fluide, parfaite pour la conduite. Je venais de contacter Claudine par téléphone, avec mon kit main libre, bien sûr, pour lui dire que je serais à l'heure pour rentrer le lendemain. « Fais attention à toi, mon grand », m'a-t-elle dit, comme elle le fait à chaque appel. 20 ans de la même phrase à chaque départ, à chaque appel. Notre petit rituel de protection. L'horizon s'obscurcissait, mais mon moral était au beau fixe. Encore quelques heures, et ma livraison serait terminée. Je pourrais passer la nuit à l'hôtel Formule 1 où j'ai mes habitudes, prendre une bonne douche, manger un morceau et appeler mes enfants avant de dormir. La routine, la sécurité de l'habitude. Mais le destin en avait décidé autrement. C'est là que tout a commencé, par un simple clignotement sur mon tableau de bord, un voyant orange, puis rouge. La température du moteur grimpait anormalement vite. Bizarre, je venais de faire la révision complète 2 semaines auparavant. Je ralentis, cherchant du regard une aire de repos ou une sortie proche. Rien à l'horizon. Juste cette fichue lumière rouge qui semblait me narguer. 20 ans sans une seule panne sérieuse. Et voilà que mon vieux complice me lâchait. « Allez, mon grand, tiens encore un peu », murmurai-je à mon camion comme s'il pouvait m'entendre. Le ronronnement du moteur s'était transformé en un grondement inquiétant. La sortie la plus proche était à 5 kilomètres. Je pouvais y arriver. Je devais y arriver. C'est alors que je l'ai vu. Une silhouette sur le bord de la route, à peine visible dans la pénombre grandissante. Un autostoppeur, à cet endroit, sur l'autoroute. C'était non seulement dangereux, mais aussi complètement interdit. Mon premier réflexe fut de l'ignorer. J'avais déjà mon propre problème à gérer avec ce moteur capricieux. Mais quelque chose n'allait pas. La silhouette semblait agitée. Bras levés, mouvement frénétique, ce n'était pas un simple autostoppeur. Cette personne demandait clairement de l'aide. 20 ans de route m'ont appris une chose. On ne laisse jamais quelqu'un en détresse sur le bord d'une autoroute. Jamais. Même avec un voyant rouge qui hurle sur votre tableau de bord. J'ai ralenti progressivement, mettant mes warnings, vérifiant anxieusement dans mon rétroviseur qu'aucun véhicule ne me suivait de trop près. La bande d'arrêt d'urgence était étroite à cet endroit, mais suffisante pour mon camion. Le cœur battant à cause du moteur ou de cette étrange rencontre, je ne saurais dire,
J'ai immobilisé mon véhicule à une vingtaine de mètres de la silhouette. C'était une femme, jeune, peut-être 30 ans, vêtue d'un imperméable beige malgré la soirée encore douce. Ses cheveux châtains, désordonnés, encadraient un visage où se lisait un mélange d'épuisement et de soulagement à ma vue. Ce qui m'a frappé immédiatement, c'étaient ses yeux. Des yeux d'un bleu intense, presque surnaturel dans la lumière déclinante du jour. J'ai baissé ma vitre, méfiant malgré tout. On entend tellement d'histoires d'agression sur les routes. « Madame, vous avez besoin d'aide ?» Elle s'est approchée, essoufflée. Pas de voiture en panne visible aux alentours. D'où venait-elle? « Monsieur, merci. Merci infiniment de vous être arrêté. J'ai eu un problème avec... » Elle s'interrompit, jetant un regard nerveux par-dessus son épaule, vers les bois qui bordèrent l'autoroute à cet endroit. « Je dois absolument me rendre à Lyon. C'est une question de vie ou de mort. » J'ai hésité. 20 ans sur la route m'avaient rendu prudent, voire méfiant. Cette femme pouvait être n'importe qui. Peut-être était-ce un piège, une technique pour me faire sortir de mon camion et me dérober, mais son regard. Il y avait quelque chose de profondément authentique dans sa détresse. Je vais justement à Lyon, mais j'ai désigné le voyant rouge sur mon tableau de bord. J'ai un problème de moteur. Je ne suis même pas sûr d'y arriver. Son visage s'est décomposé. Je pouvais presque voir l'espoir la quitter. Mais écoutez, ai-je ajouté, incapable de la laisser ainsi, je peux vous déposer à la prochaine aire de repos. De là, vous pourrez trouver de l'aide plus facilement. Un faible sourire est apparu sur ses lèvres. Merci, vraiment, merci beaucoup. J'ai déverrouillé la portière passager et elle est montée rapidement, comme si elle craignait que je change d'avis. Une légère odeur de pluie et de terre fraîche l'accompagnait. Étrange, car il n'avait pas encore plu. « Je m'appelle Marcel », dis-je en redémarrant prudemment, l'œil rivé sur la jauge de température qui continuait de grimper. « Élise », répondit-elle simplement, attachant sa ceinture. « Élise Mercier ». Le moteur protestait de plus en plus. Des bruits inquiétants venèrent du compartiment moteur, comme si quelque chose allait lâcher d'un moment à l'autre. La sortie n'était plus qu'à 2 kilomètres. Je pouvais le faire. Je devais le faire. « Votre camion, ça va aller ?» demanda Élise, visiblement inquiète. 20 ans sans problème majeur, et voilà qu'il me fait des siennes aujourd'hui, répondis-je avec un sourire forcé. La loi de Murphy, comme on dit. Elle a hoché la tête, distraite. Ses yeux scrutaient constamment le rétroviseur, comme si elle craignait d'être suivie. Qui était vraiment cette femme? Que fuyait-elle? Vous êtes en danger, Madame Mercier. Ma question directe sembla la surprendre. Elle détourna son regard du rétroviseur pour me fixer intensément. Vous êtes perspicace, Monsieur Marcel. Disons que j'ai découvert quelque chose que je n'aurais pas dû découvrir. Mon cœur s'est accéléré. Dans quoi m'étais-je embarqué? 20 ans de route sans histoire, et voilà que je me retrouvais peut-être impliqué dans... Quoi, au juste? Une affaire louche? Une fuite? Je n'étais pas sûr de vouloir en savoir plus. Je comprends votre méfiance, continua-t-elle comme si elle lisait dans mes pensées, mais je vous assure que je ne suis pas une criminelle. Au contraire. Le panneau indiquant la sortie apparut enfin. J'ai mis mon clignotant. Soulagé, juste à temps. Le moteur faisait désormais un bruit assourdissant, et la cabine commençait à sentir le brûler. Ce n'était pas bon du tout. Nous y sommes presque, dis-je, autant pour elle que pour me rassurer moi-même. C'est à ce moment précis que tout a basculé. Un éclair aveuglant dans mon rétroviseur, des phares puissants qui semblaient surgir de nulle part, une berline noire, roulant tout feux éteints, excepté ses phares braqués sur nous, comme des projecteurs de prison. « C'est eux !» murmura Élise, son visage soudain blême. « Ils m'ont retrouvé. » La berline se rapprochait dangereusement, beaucoup trop vite. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas un comportement normal sur la route. « Accrochez-vous » ordonnai-je, accélérant malgré les protestations de mon moteur. Si ces gens voulaient du mal à ma passagère, ils devraient d'abord me passer sur le corps. 20 ans de conduite professionnelle me donnaient un avantage. Je connaissais chaque réaction de mon camion, chaque limite. Même malade, il répondait à mes commandes avec la fidélité d'un vieux chien. La sortie n'était plus qu'à quelques centaines de mètres. La berline noire tenta une manœuvre insensée, essayant de nous dépasser par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence. Pour nous couper la route à la sortie? Qui sont ces gens? Criai-je presque, luttant pour maintenir le contrôle de mon véhicule. Des personnes très dangereuses, répondit Élise, agrippée à son siège. Des gens prêts à tout pour récupérer ce que j'ai. Et qu'est-ce que c'est, bon sang? Elle plongea la main dans la poche intérieure de son imperméable et en sortit un petit objet rectangulaire, une clé USB. Simple, anodine.
Difficile d'imaginer que ce petit bout de plastique et de métal puisse être la cause d'une telle poursuite. Des preuves qui pourraient faire tomber des personnes très puissantes. La berline était maintenant à notre hauteur, tentant désespérément de nous coincer contre la glissière de sécurité. À travers les vitres teintées, je ne pouvais distinguer que des silhouettes floues. Combien étaient-ils? 2, 3, la sortie. Plus que 50 mètres. Le moteur hurlait maintenant. Une fumée blanche s'échappant du capot. Il ne tiendrait plus longtemps. « Accrochez-vous !» répétai-je, braquant brusquement à droite pour prendre la sortie. La berline noire, prise de vitesse, manqua le virage et dut continuer tout droit sur l'autoroute. J'entendis le crissement de leurs pneus alors qu'ils tentaient un demi-tour illégal plus loin. Nous avions gagné quelques précieuses minutes. La route de la sortie descendait vers une zone industrielle déserte à cette heure. Mon moteur rendait ses derniers souffles. De la fumée épaisse s'échappait maintenant du capot, et le tableau de bord ressemblait à un sapin de Noël avec tous ses voyants allumés. « On ne va pas pouvoir aller plus loin », dis-je, cherchant désespérément un endroit où nous arrêter. Un entrepôt abandonné apparut sur notre droite, son parking vide protégé par une simple chaîne rouillée. Sans hésiter, j'ai dirigé mon camion mourant vers l'entrée, brisant la chaîne au passage. Le bruit du métal qui cède résonna dans la nuit tombante comme un mauvais présage. À peine avais-je coupé le contact que le moteur rendit l'âme dans un dernier soubresaut pathétique. Nous étions bloqués là, dans ce parking désert, avec une berline noire remplie d'individus hostiles, probablement déjà en train de rebrousser chemin pour nous retrouver. « Je suis désolé », murmura Élise. « Vraiment désolé de vous avoir impliqué dans tout ça. » Je la regardais, cette inconnue qui venait de transformer ma journée ordinaire en cauchemar. Pourtant, étrangement, je ne lui en voulais pas. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une détermination, une droiture qui me disait qu'elle se battait pour une cause juste. « Qu'y a-t-il sur cette clé USB, Élise ?» Elle serra l'objet dans sa main comme si elle craignait qu'il ne s'envole. Des documents, des preuves de détournement de fonds massifs, une entreprise de transport. Ironique, n'est-ce pas? Ils utilisent leurs camions pour, disons, des activités parallèles très lucratives. Je travaillais dans leur service comptable. J'ai découvert des irrégularités, d'énormes sommes qui disparaissaient, réapparaissaient, étaient blanchies. Mon cœur se serra. Le transport routier était ma vie, mon honneur. Savoir que certains utilisaient notre profession comme couverture pour des activités illégales me révoltait. Ces gens, ils sont dangereux à quel point? Élise détourna le regard. Ils ont fait taire définitivement mon collègue qui avait commencé à poser des questions. Un frisson me parcourut l'échine. C'était sérieux. Bien plus sérieux que tout ce que j'avais pu imaginer en m'arrêtant pour aider une inconnue au bord de la route. « Il faut appeler la police », dis-je, sortant mon téléphone. « Non », s'exclama-t-elle, posant sa main sur la mienne pour m'arrêter. « Ils ont des contacts dans la police locale. C'est pour ça que je dois aller à Lyon, au siège régional. J'ai un contact là-bas, quelqu'un de confiance. » Je rangeais mon téléphone, incertain. La nuit était complètement tombée maintenant, et le parking désert nous offrait une cachette précaire. Combien de temps avant que la berline noire ne nous retrouve? On ne peut pas rester ici, décidai-je. Ils vont forcément vérifier les environs. J'ouvris la boîte à gants et en sortis une lampe torche puissante. Équipement standard pour tout routier qui se respecte. Puis j'attrapai mon sac à dos contenant quelques affaires de rechange et une trousse de premiers secours. « On va devoir continuer à pied, au moins jusqu'à trouver de l'aide, » dis-je avec une assurance que j'étais loin de ressentir. Élise acquiesça, serrant son imperméable autour d'elle. La nuit d'octobre était fraîche et un vent léger s'était levé, amenant avec lui l'odeur de la pluie imminente. Nous sommes sortis discrètement du camion, nous glissant dans l'obscurité comme des ombres. L'entrepôt abandonné se dressait devant nous, masse sombre et silencieuse. À l'arrière, un petit chemin forestier semblait s'enfoncer dans les bois. « Par là », indiquai-je, « ces bois doivent rejoindre la route départementale un peu plus loin. » Nous avions à peine fait quelques pas lorsque des phares au loin illuminèrent l'entrée du parking. La berline noire. Ils nous avaient retrouvés beaucoup plus vite que prévu. « Vite !» chuchotai-je, éteignant ma lampe torche. Dans l'entrepôt. Nous nous sommes précipités vers le bâtiment délabré. Une porte latérale, à moitié arrachée de ses gonds, nous offrit un passage. L'intérieur était un dédale de caisses abandonnées, de machines rouillées et de poussière. L'odeur de moisissure et d'huile rance imprégnait l'air. Dehors, nous entendions des portières claquer, des voix masculines qui s'interpellaient. Combien étaient-ils? 3, 4. Le camion est encore chaud, cria une voix grave. Ils ne sont pas loin. Élise tremblait à mes côtés. Je posai une main rassurante sur son épaule.
20 ans sur la route m'avaient appris à garder mon calme dans les situations difficiles, mais rien ne m'avait préparé à ça. « Et il faut trouver une sortie à l'arrière, » murmurai-je. « Tu as toujours la clé USB ?» Elle hocha la tête, la serrant dans son poing. Nous avancions lentement dans l'obscurité, guidés par la faible lueur de ma lampe torche que je gardais pointée vers le sol pour minimiser sa visibilité. Chaque pas faisait craquer le plancher. Chaque respiration semblait assourdissante dans le silence de l'entrepôt. Des faisceaux lumineux balayèrent soudain les fenêtres sales. Nos poursuivants avaient décidé d'explorer le bâtiment. Il fallait faire vite. Au fond de l'entrepôt, nous avons découvert ce qui semblait être d'anciens bureaux. Une porte de secours, bloquée par des années d'abandon, résista à ma première tentative pour l'ouvrir. « Aide-moi » dis-je à Élise. Ensemble, nous avons poussé de toutes nos forces. Avec un grincement sinistre, la porte céda enfin, révélant la forêt obscure. Les voix à l'intérieur de l'entrepôt se rapprochaient. Ils savaient que nous étions là. « Maintenant, on court » soufflai-je, et on ne s'arrête pas. Nous nous sommes élancés dans les bois, guidés uniquement par les faibles rayons de la lune à travers les nuages. Les branches nous fouettèrent le visage, les racines tentèrent de nous faire trébucher, mais la peur nous donnait des ailes. Derrière nous, des cris de rage indiquaient que notre fuite avait été découverte. Puis un bruit qui glaça mon sang, le claquement métallique caractéristique d'une arme qu'on charge. Ces hommes étaient prêts à tout. La forêt semblait sans fin, chaque arbre identique au précédent. Étions-nous en train de tourner en rond? La panique commençait à me gagner quand soudain, à travers les arbres, j'aperçus des lumières, des habitations. Nous approchions d'un hameau ou peut-être d'une zone résidentielle en périphérie de la prochaine ville. Par là, indiquai-je, reprenant espoir. Un coup de feu déchira la nuit, faisant s'envoler une nuée d'oiseaux apeurés. La balle se perdit dans les arbres, loin de nous, mais le message était clair. Ils tiraient pour tuer. Élise trébucha, manquant de tomber. Je la rattrapais de justesse, l'aidant à se redresser. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés par la terreur. « On y est presque », l'encourageai-je. « Ne t'arrête pas. » Les lumières se rapprochaient. Encore quelques dizaines de mètres, et nous atteindrions la civilisation. La sécurité relative des témoins potentiels. Nos poursuivants oseraient-ils continuer leur chasse en public? C'est alors que j'entendis un bruit familier qui me remplit d'espoir. Le vrombissement d'un moteur diesel. Un camion approchait sur la route que nous ne voyions pas encore, mais que nous sentions proche. Si nous pouvions l'intercepter, lui faire signe de s'arrêter. « Écoute » dis-je à Élise. « Un camion. C'est notre chance. » Nous avons redoublé d'efforts, ignorant la brûlure dans nos poumons, la douleur dans nos jambes. Les derniers arbres s'écartèrent enfin, révélant une route départementale bien éclairée. Et là, approchant à vitesse modérée, un semi-remorque rouge. Sans hésiter, je me suis précipité sur la chaussée, agitant frénétiquement ma lampe torche. Le chauffeur nous a vus. Dieu merci, il nous a vus. Les freins ont grincé, les pneus ont protesté sur l'asphalte. Le camion s'est immobilisé à quelques mètres de nous. Nos poursuivants ne pouvaient plus être loin. Je pouvais presque sentir leur présence à la lisière de la forêt, hésitant à se montrer à découvert. La portière du camion s'est ouverte et un homme d'une quarantaine d'années, visiblement surpris, nous a dévisagés. « Qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu un accident? S'il vous plaît, haletai-je, il faut nous emmener. Des hommes nous poursuivent. Ils sont armés. C'est une question de vie ou de mort. » Le chauffeur a jeté un coup d'œil vers la forêt, puis nous a observés plus attentivement, Élise et moi. Deux inconnus, essoufflés, probablement échevelés, surgissant des bois en pleine nuit. Pourquoi nous croiraient-ils? « Je suis Marcel Dupont », dis-je rapidement. « Chauffeur routier depuis 20 ans. Mon camion est tombé en panne à quelques kilomètres d'ici. Je vous en supplie, collègues, aidez-nous. » Quelque chose dans ma voix, dans mon regard, ou peut-être simplement cette solidarité tacite qui existe entre routiers, sembla le convaincre. « Montez », dit-il simplement. « Vite !» Nous n'avons pas eu besoin de nous le faire répéter. En quelques secondes, nous étions dans la cabine, la porte verrouillée derrière nous. À travers la vitre, je crus apercevoir des silhouettes qui émergèrent de la forêt. Mais déjà le camion reprenait sa route, nous emportant loin du danger. « Je m'appelle Thomas », se présenta notre sauveur tout en conduisant. « Je vais à Lyon, ça vous convient ?» Un rire nerveux m'échappa. Lyon. Notre destination initiale. Le destin avait un sens de l'humour particulier. « C'est parfait », répondis-je. « Plus que parfait. » Élise, assise entre nous deux, semblait au bord de l'épuisement, la tension retombant enfin. Elle serrait toujours la précieuse clé USB dans sa main. « Vous allez me dire ce qui se passe ?»
demanda Thomas, naturellement curieux. J'échangeai un regard avec Élise. Pouvions-nous faire confiance à cet homme? N'allions-nous pas le mettre en danger en l'impliquant? C'est compliqué, répondis-je prudemment. Disons que cette jeune femme détient des informations qui dérangent des personnes peu recommandables. Thomas hocha la tête, semblant comprendre qu'il valait mieux ne pas insister. Il y a un poste de police à la prochaine sortie, dit-il simplement. Je peux vous y déposer si vous voulez. Non, intervint Élise. Pas la police locale. Il faut aller directement au siège régional à Lyon. Thomas nous observa du coin de l'œil, puis acquiesça en silence. Le camion filait dans la nuit, dévorant les kilomètres qui nous séparaient encore de Lyon, de la sécurité. Je me surpris à observer le rétroviseur constamment, craignant de voir réapparaître la berline noire. Mais il n'y avait que la route déserte derrière nous, éclairée par intermittence par les lampadaires. « Je suis désolé, » murmura soudain Élise, « de vous avoir impliqué là-dedans. »« Ne le soyez pas, » répondis-je doucement. « Vous faites ce qui est juste. Car au fond, n'était-ce pas ce qui comptait vraiment? Faire ce qui est juste, quelles que soient les conséquences. 20 ans sur la route m'avaient appris que les choix difficiles définissent qui nous sommes. L'aube pointait à l'horizon lorsque nous avons atteint les faubourgs de Lyon. La ville s'éveillait doucement, ignorante du drame qui s'était joué cette nuit sur une autoroute ordinaire, dans un entrepôt abandonné et dans une forêt obscure. Thomas nous déposa directement devant le siège de la police régionale, un bâtiment imposant au centre-ville. Avant de partir, il me tendit sa carte. Si jamais vous avez besoin d'aide ou même juste d'un café entre collègues, je le remerciai chaleureusement, ému par cette solidarité. Élise lui serra également la main, la gratitude se lisant dans ses yeux fatigués. Sur les marches du commissariat, je me tournai vers elle. « Vous allez y arriver ?» Elle sourit, ce petit sourire courageux qui ne quittait jamais tout à fait ses lèvres. « Grâce à vous, oui. Vous savez, monsieur Dupont, il y a encore des gens bien dans ce monde. Vous en êtes la preuve. » Je haussai les épaules, embarrassé par ce compliment. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. Non, dit-elle fermement. Pas n'importe qui. Un homme avec des principes, du courage. Un homme qui, après 20 ans sur la route sans incident, a choisi de s'arrêter pour une inconnue et de risquer sa vie pour elle. Elle se hissa sur la pointe des pieds et déposa un léger baiser sur ma joue rugueuse, puis se dirigea vers l'entrée du bâtiment, la précieuse clé USB toujours serrée dans sa main. Avant de franchir les portes, elle se retourna une dernière fois. « Je vous tiendrai au courant de la suite. Je vous le promets. » Et elle disparut à l'intérieur. Je restai un moment immobile, sonné par les événements de cette nuit incroyable. Mon camion était hors service, probablement bon pour la casse après tant d'années de loyaux services. Ma livraison n'avait pas été effectuée. Une première en 20 ans de carrière. J'allais devoir expliquer tout cela à mon employeur. Pourtant, étrangement, je ne regrettais rien. En sortant mon téléphone pour appeler Claudine, je remarquai qu'il était exactement 6h15 du matin. Une nouvelle journée commençait. Une journée différente de toutes celles. Une journée différente de toutes celles que j'avais connues auparavant. Une journée qui marquait la fin de 20 ans sans incident, mais peut-être aussi le début de quelque chose de nouveau. 3 semaines plus tard, je me tenais dans le bureau du juge d'instruction, témoignant sur les événements de cette nuit fatidique. Élise avait tenu sa promesse. Sa clé USB contenait effectivement des preuves accablantes contre une société de transport qui servait de façade à un vaste réseau de trafic. Les arrestations s'étaient enchaînées, faisant la une des journaux pendant plusieurs jours. Mon vieux camion était définitivement hors service, mais mon employeur, comprenant la situation exceptionnelle, m'avait fourni un nouveau véhicule, plus moderne, plus confortable. Pour 20 ans de service irréprochable, avait-il dit. Claudine s'inquiétait davantage maintenant chaque fois que je partais sur les routes. « Fais attention à toi, mon grand », avait pris une nouvelle dimension dans sa bouche. Mais elle était aussi fière, terriblement fière de ce que j'avais fait. Quant à Élise, elle avait bénéficié d'une protection spéciale pendant toute la durée de l'enquête. Nous étions restés en contact, échangeant des messages réguliers. Elle travaillait désormais pour une association de lutte contre la criminalité financière, mettant son expertise au service d'une cause juste. Parfois, en roulant sur cette même portion d'autoroute A7, je ralentis à l'endroit où tout a commencé, où j'ai aperçu cette silhouette agitée sur le bord de la route. Et je me demande, si mon moteur n'avait pas montré des signes de faiblesse ce soir-là, me serais-je arrêté? Aurais-je remarqué cette femme? Le destin avait-il orchestré cette panne au moment exact où j'en avais besoin? 20 ans sans incident, et puis une nuit où tout a basculé. Pas de la façon dont je l'aurais imaginé, certes, mais peut-être de la façon dont cela devait se produire.
Alors maintenant, quand je monte dans ma cabine chaque matin, je me répète une nouvelle devise, 20 ans sans incident, jusqu'à cette nuit où j'ai choisi de faire ce qui était juste. Et si c'était à refaire, je m'arrêterais, sans hésiter. Car au fond, n'est-ce pas ce qui fait de nous des humains? Ces choix, ces moments où l'on décide de tendre la main quand on pourrait simplement passer son chemin. Si vous regardez cette vidéo, peut-être êtes-vous aussi à un de ces moments charnières de votre vie, un instant où tout peut basculer. Rappelez-vous alors que parfois, le plus grand des courages est simplement de s'arrêter et d'aider. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'hésitez pas à partager d'où vous nous regardez et à noter cette histoire de 1 à 10 dans les commentaires. Et si vous avez apprécié ce récit, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires de la route. À bientôt et bonne route à tous.